Merci de te joindre à moi. Aujourd'hui, on va parler d'identité visuelle. Pour moi, tu étais l'une des personnes qui correspondait le plus à ce sujet-là parce que tu es quelqu'un qui travaille beaucoup là-dessus, que ce soit sur Instagram, sur ton style au quotidien, sur tes apparitions, et ça se retranscrit sur ta marque. Donc je pense que tu as énormément de choses à dire. On va faire une très belle discussion là-dessus. D'abord, te laisser te présenter parce que... Ouais, c'est introduire un minimum pour tes abonnés. Du coup, moi, c'est Maslow, jeune créateur parisien, comme tu l'as dit, designer depuis 3 ans et tout. Et voilà, ma marque, c'est TGC. Donc, je fais des vêtements streetwear mélangés avec un peu d'aspect, tu vois, les matières et les matériaux, comme tu as pu le constater aussi. C'est cool, c'est cool. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 3 ans. 3 ans, Donc, ok. T'as commencé à quel âge du coup? J'ai commencé la marque en tant que telle à 19-20 ans. C'est-à-dire quand j'ai commencé à designer et tout. Ensuite, j'ai conçu, j'avais 21 ans pendant le confinement, tu vois. Avant ça, je faisais du custom, tu vois. Donc j'avais déjà quelques bases artistiques, ou tu vois, les trucs qu'on voit, dont on parle souvent d'ailleurs et tout, que ce soit Kanye, A$AP et tout, tu vois, tous les rappeurs qu'on voit et tout. T'es là, t'es inspiré, t'as envie de faire la même chose. En plus, à l'époque, t'avais Pyrex, Off-White et tout. Donc j'étais là, j'avais envie de me lancer et après 2020 j'ai sauté le pas, tu vois, je me suis dit vas-y, commencer et tout, à faire des habits moi-même pour avoir, tu vois, me démarquer, pas faire la même chose que les 20 marques sur Paris qui sont là, tu vois, depuis 2017, t'avais beaucoup de marques qui étaient en train d'être. Ouais, qui sont arrivés après tout ce qui était Wood by Air, Pyrex, c'est ça, Marché Noir, MR+. Donc ouais, tout ça. Tout ça là, c'est arrivé fort en 2015, 2016, 2017. Après, c'est vite redescendu finalement, toutes ces marques-là. C'est reparti quand tu as eu, tu vois, le mix qu'on valorise maintenant, tu vois, entre les marques de luxe et le streetwear. Genre, quand tu as eu la collab Louis Vuitton Suprême, à partir de là, tu as eu ce lien entre le luxe et le streetwear qui a fait que ces petites marques, elles ont commencé à se noyer en même temps que Suprême RIP. Non, en vrai, Suprême, ça va, ça remonte petit à petit. Là, gros, ils font une collab avec Cortez. Ouais, mais si tu me sors une pièce de Suprême qui tue actuellement, tu vois, genre une pièce vraiment où il n'y en a pas. Ça va être dur. Il n'y en a pas. Ça va être plus dur, ça va être plus dur. C'est triste, mais bon, après, franchement, on doit les remercier pour ce qu'ils ont apporté dans le milieu du streetwear, tu vois. Mais ils ont apporté beaucoup de positifs, mais aussi beaucoup de négatifs. Ouais. Genre, mais ça, ce sera pour une autre vidéo, peut-être qu'on te reverra sur un autre épisode. C'est un petit peu DG personnel. je vois ça, tu me donnes des sujets, c'est cool. Comment t'es arrivé à créer ta marque et ça a été quoi ton processus en mode... tu as parlé du custom, tu as parlé de l'inspiration, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu t'es affirmé dans ce choix visuellement, dans tes designs, dans ton style vestimentaire? Pourquoi Maslow et Maslow aujourd'hui? Le truc qui fait, et je pense que pour toi aussi, tu vois, parce que aussi tu montres pas mal ton style différent, mais je pense que dans notre génération, tu vois, nous, les personnes moins de 30 ans, c'est pour ça que je prends vraiment globalement, tu vois, on peut prendre quelqu'un de 21 ans comme de 27 ans et tout, on a ce côté où on a des personnalités différentes chacun, tu vois. Et la seule façon de montrer ta personnalité, c'est à travers ton style, ce que tu vas dégager, ce que tu vas véhiculer et tout. Et ça te permet de te différencier. Et c'est pour ça que j'ai voulu, tu vois, sortir du lot, entre guillemets, tu vois, et être un peu versatile. C'est-à-dire, tu peux me voir streetwear comme ça, ou avec un long manteau. Ou, tu vois, il n'y a pas vraiment une catégorie dans laquelle j'ai envie de me mettre dans mon style et pour la marque aussi, tu vois. Et en fait, c'est ça en fait, qui fait un peu mon identité visuelle, tu vois. Après, il y a beaucoup d'inspi aussi, tu vois, comme nous tous. Comme j'ai dit au début, les rappeurs et tout, Kanye, tout ça, que ce soit même des designers, tu vois, Demna qui m'inspirent de ouf. Franchement, je pense que c'est une façon d'exprimer la différence, tu vois. C'est surtout pour des artistes, tu vois, comme nous, parce qu'on fait pas un truc conventionnel, tu vois, même si à côté, tu as ton travail ou tu as tes études, tu as toujours cette façon de penser qui est un peu différente des autres, et ton seul moyen de l'exprimer, c'est avec ton style. Parce que même si tu arrives à ton taf et que tu es habillé, tu vois, tu vas à ton taf, tu auras toujours des trucs, tu as des piercings et tout. Genre, moi j'arrive en cours, j'avais 8 piercings et tout, gros. C'est sûr que le gars, tu sais qu'il est derrière, et quand il rentre chez lui, il est pas en train de regarder des conneries, tu vois, tu sais qu'il est inspiré. C'est vraiment une façon d'exprimer sa personnalité, je trouve, hein. C'est trop important. À quel point pour toi cette identité visuelle-là, elle est importante, et à quel point tu galères aussi à la créer et à la maintenir? Parce que personnellement, j'ai créé Rêverie il y a un peu plus d'1 an maintenant. La première expo, c'était il y a 1 an pile, d'ailleurs, quand on tourne cette vidéo. Aujourd'hui, après 1 an, je suis en train de retravailler mon identité visuelle, justement. Je suis en train de retravailler mon logo. Peut-être que je vais repartir plus sur un seul personnage plus que sur 2, où avant il y avait les figurines et les peluches. Ouais. Mais entre retravaillant mon logo, je me suis rendu compte que tu prends Mario, il y a tout l'univers de Mario certes, mais ils ont un personnage mis en avant qui correspond à fond à l'identité visuelle. Tu prends Yu-Gi-Oh,
tu vas avoir le dos des cartes qui va être leur identité visuelle principale. Pokémon, rien que la Pokéball, bah, ça va être l'identité. Donc je suis en train de me rendre compte que finalement, en essayant de faire beaucoup de choses au début, bah, j'ai peut-être perdu justement cette identité visuelle qui me permettait de me différencier. Et aujourd'hui, en resserrant, en retravaillant tout ça, peut-être que j'arriverai à atteindre, après on en reparlera peut-être dans un mois parce que je suis au début du truc, mais peut-être que j'arriverai à atteindre cette chose-là. Mais toi, comment ça s'est passé justement ce processus-là? Déjà, t'as mis un bon point en avant, c'est celui de l'univers de Mario ou de Pokémon, tu vois. Parce qu'en gros, c'est ce que Virgil Abloh il disait, tu vois, il disait la signature d'une marque ou ce que tu veux. Et ça, c'est la signature. Par exemple, la Pokéball ou Mario, dans Mario qui est lui-même la signature, tu vois, Sonic aussi et tout. C'est leur propre signature. Et je pense que pour nous, c'est plus compliqué de le trouver. C'est une vraie problématique où il faut s'asseoir. J'en parle souvent avec des potes à moi, tu vois, qui sont créateurs aussi. Et c'est dur de trouver un élément qui va faire qu'on va te reconnaître pour ça. Tu vois, c'est super compliqué. Moi, je l'ai trouvé que très récemment. J'ai trouvé il y a 1 an. C'est très récent. Dans la façon dont j'expose les vêtements à leur sortie, tu vois, il y a un fond blanc et tu peux le voir de différentes manières, que ce soit sur un portant, que ce soit sur... là, récemment, pour les sacs, tu as les 2 sacs superposés, tu vois. Et en fait, je m'amuse de ça pour essayer de l'amener de différentes manières. Mais c'est pas encore le niveau de signature que je voudrais. Parce que tu as le côté aussi maillé, tu vois, avec les matières et tout, des matières un peu spéciales, texturées et tout. Ça, j'ai tenté d'en faire aussi ma signature. Mais je pense que ça, c'est une recherche que tu as tout le temps, tu vois, parce que c'est les gens qui vont te le dire. Par exemple, moi, je peux te dire que quand je vois, tu vois, par exemple, la figurine, celle-ci, tu vois, la blanche, maintenant, je l'associe à Rêverie, tu vois, parce qu'à cause de l'événement, aussi les dérivés qu'il y a eu... dernièrement avec les collaborations avec les artistes et tout. Et du coup, si on me demande, pour moi, serait la signature, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce serait ça, tu vois. Après, je pense que c'est un truc que seulement les autres personnes peuvent te dire. Parce que moi, par exemple, je savais pas que les gens m'associaient aux textures jusqu'à ce qu'on me le dise, tu vois. J'étais là, je sortais des vêtements et tout. Et après, j'ai dit, ah ouais, bon, là... ça fait 2-3 fois qu'on me dit ah ouais toi tes matériaux j'ai pu voir le deuxième contact client à l'événement que tu avais fait et les gens me disaient ouais les matériaux ça revenait tout le temps et j'ai dit ok c'est à dire que les matériaux c'est vraiment le truc qui me différencie et tout. Donc ce que tu nous dis c'est qu'en fait l'identité visuelle elle vient pas que de toi finalement. Ou par exemple un peintre où c'est vraiment je vais prendre l'exemple de Choukak, c'est pas un peintre mais c'est un artiste visuel et il fait de l'art digital, mais quand tu vois ses tableaux tu reconnais son personnage. Pour Murakami, c'est pareil, il y a son univers et la fleur qui est mise partout. Pour Cause, toutes ces figurines et tous ces visuels, il y a le X dans les yeux. Pour ce type d'artiste-là, ça vient uniquement d'eux-mêmes. Alors que ce que tu es en train de nous dire, c'est que parce que les gens identifient un truc chez toi, tu as voulu insister sur ce point-là en te rendant compte que inconsciemment tu le faisais déjà en fait. Bah, c'est ça, en fait, je pense que c'est un échange, tu vois, ton identité visuelle, parce que ton identité visuelle, tu peux l'apercevoir d'une certaine manière, mais quelqu'un peut le voir différemment, tu vois. Ça se trouve là, je peux me dire que ce qui me différencie, c'est l'épaisseur des vêtements, tu vois, genre le côté puff et tout, alors que de mon côté, c'est le matériau, tu vois. Genre, en gros, tu peux avoir un contraste. Avant, ce truc-là, ça m'est arrivé énormément de fois, c'est-à-dire qu'on me disait, quand j'ai fait ma première collection, c'était des néoprènes tout lisses, c'était pas encore les ensembles avec des trucs qui sortent, etc. Et on me disait, on reconnaît ta marque parce que c'est épuré, tu vois, c'est lisse, ces trucs. Et moi, j'étais en mode, moi, je veux un truc ample, tu vois. L'identité ne correspondait pas vraiment à ce qu'on me disait. Mais après, ouais, du coup, tu as le côté interne, ce que toi, tu cherches à véhiculer, et l'autre côté, ce qu'on te renvoie. Quand tu es un artiste, tout artiste confondu, c'est le travail le plus difficile à faire, je pense. Je pense que tu es d'accord, de trouver ton identité visuelle et tout, c'est chaud. Et qu'elle dure dans le temps aussi. Je suis en train de lire le livre de Rick Rubin, The Creative Act. Je ne sais pas si tu l'as lu. Non, pas lu. Mais ce qu'il dit énormément dans le livre, même dans la plupart des interviews qu'il fait après, c'est que en tant qu'artiste, on a tendance à vouloir produire pour l'audience, alors qu'on devrait produire pour nous-mêmes d'abord. Et c'est encore plus vrai pour quelqu'un comme toi ou moi, où on a un business en fait à faire tourner derrière, où on vend des produits plus que nos œuvres d'art. Le côté identité visuelle, c'est vrai qu'il doit venir de nous, mais quand il y a un aspect commercial, c'est difficile juste de se dire bon je fais un truc et tant pis si les autres ils aiment pas. Et tant que moi j'aime, tout est bon, tu vois. Sauf qu'avec à notre âge, à notre échelle et tout, on peut pas. Enfin, c'est dur de se dire que c'est uniquement ce à quoi on doit penser et pas du tout à l'aspect commercial. Est-ce que je vais faire des vêtements qui vont plaire? Est-ce que la forme de ma figurine a plaît? Est-ce que je devrais pas faire notre couleur? Je m'adapte à ce que les gens veulent. Exactement. Tout ça. C'est vrai, parce que comme tu l'as dit, on a un business. Tu es obligé d'aimer ce que tu fais, mais tu dois t'adapter aussi à ce que ça va plaire. Tu vois, parce que tu veux faire de l'argent. Tu vois, comme on l'a dit au début, on a des travails, on est étudiants, tu vois, la plupart du temps et tout.
Donc en vrai, tu as envie de sortir de cette situation-là et d'en vivre. Donc tu dois t'adapter à ce que la clientèle va aimer, parce que tu peux faire des pièces ou tu vois, faire des figurines ou faire de l'art, mais qui ne plaît pas, mais qui te plaît à toi, tu vois. Et moi, je suis pas trop dans cette logique-là où tu sais, tu fais un truc pour toi et après tu le laisses comme ça et tu laisses les gens agir avec et tout, tu vois. Je pense qu'on doit réussir à tirer de l'argent de l'activité, tu vois. Mais après, il faut pas abuser non plus, tu vois. Faut pas faire seulement un truc pour faire de l'argent. Mais je pense qu'il faut quand même s'adapter, tu vois, pour sortir de l'argent. Mais tout en ramenant sa touche, tu vois. C'est-à-dire, si les gens te disent non, j'aime pas, par exemple, tel ou tel produit et je voudrais que tu t'orientes plus vers ça, tu entends, mais tu vas pas faire ce que le client veut, tu vois. Genre, on reçoit tous des DM où t'as un gars, je pense que t'as dû déjà recevoir ça et tout, qui te demande soit des trucs gratuits, soit de modifier tel ou tel truc sur un design que tu as travaillé et que tu produis. Genre, ce serait bien si tu faisais la figurine en rouge, tu vois. Mais genre, tu vois, gros, tu peux pas faire la pièce seulement pour cette personne. En fait, tu prends un commentaire et tu l'adaptes si tu refais quelque chose, tu vois, du même style. C'est vrai, ça pose une autre question. Ça pose la question de est-ce que à quelle échelle, en tout cas, une entreprise, tu vois, que ce soit une marque de vêtements ou un artiste, doit s'adapter à sa clientèle. C'est ça la vraie question. Tout ça, en vrai, je trouve que c'est vraiment particulier et ça dépend du domaine artistique. Parce que si on prend l'exemple de la musique, je vais prendre l'exemple de Playboi Carti qui est en train de faire son retour en ce moment. Il nous a imposé justement son identité visuelle de vampire, de tout ce côté-là. Et les fans qui n'ont pas aimé ça, ils sont partis, mais il en a trouvé des nouveaux. Donc est-ce que vraiment on doit s'adapter à cette clientèle-là, à la clientèle qu'on a déjà, en maintenant cette identité-là, en leur faisant plaisir alors que nous, ça ne nous plaît pas forcément. Ou alors est-ce qu'on impose justement cette identité, enfin notre nouvelle identité, et ça nous permet d'atteindre de nouvelles personnes. Parce que finalement, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais il y a forcément quelqu'un à qui on plaît. Est-ce qu'on est impatient parce qu'on a des retours rapides en se disant « Ah merde, là j'ai foiré un design, du coup peut-être que je vais revenir sur mes pas ». Ou alors est-ce que je me dis « En vrai, j'ai confiance en ce que j'ai fait, je sais que c'est lourd, j'ai kiffé ce que j'ai fait, et même si la personne qui aujourd'hui a kiffé ce que je fais, le prochain design il va pas kiffer, mais il y a quelqu'un d'autre qui va kiffer. » C'est vrai. C'est pas grave en vrai. Si quelqu'un n'aime pas. Oui, en vrai, si quelqu'un n'aime pas, il y a une autre personne qui va l'aimer déjà, comme tu l'as dit, mais aussi, pour prendre l'exemple de Playboi Carti, moi je faisais partie de ceux qui le validaient pas. Tu vois, je faisais partie de ceux qui étaient en mode non, ce délire de vampire, de fuckboy. Maintenant, j'admets. Ce qu'il a fait, c'est lourd. 2024, c'est lourd. 2024, c'est lourd. Maintenant, le truc, c'est que dans la musique, t'as d'autres personnes qui sont comme ça. T'as Playboi Carti, qui je peux prendre aussi, qui est très niché, c'est ça que je veux dire, au fait, qui s'adapte pas forcément au grand public. Tu vois, genre, Doja maintenant, quand elle a pris à revers finalement l'industrie et qu'elle est passée sur le côté un peu démon. Ouais, voilà, tu vois, ça aussi, très, très bon exemple. Après, je trouve que c'est encore différent. Tu vois, je trouve que c'est moins bien amené que Playboi Carti. Parce que Playboi Carti, certes, il s'adapte pas aux fans, tu vois, mais elle, c'est encore pire parce qu'elle les insulte. Ensuite, tu vois, genre, elle sort complètement, elle leur dit des trucs de ouf et tout. Je crois, récemment, elle leur a dit qu'ils pourraient plus chanter certains sons et tout en concert, sinon elle leur jette le micro et tout. C'est quoi ça? Après, elle, c'est une enfant d'Internet, donc je pense que tout le côté troll, tout le côté. Ouais, c'est dans sa culture, tu vois, c'est dans sa culture. C'est dans sa culture de fou. C'est vrai que Carti, pour le coup, c'est vraiment un exemple parfait de imposer une identité à sa fanbase et tu prends pas, tant pis, lui il s'en fout. Tu vois. Parce que quand je repense à l'époque de Magnolia et tout en 2017, il prenait des boîtes de céréales, il se prenait en photo comme ça et tout, gros. On a tellement des posts comme ça sur Instagram. Tu vois, et ça n'a rien à voir avec le Playboi Carti que tu vois maintenant, où je sais pas si tu as vu la vidéo, il y a son fan qui prend une photo avec lui. Pour moi, c'est l'exemple parfait de changement d'identité, tu vois. Genre Kanye West aussi, Kanye en vrai, West, gros. Et lui, c'est encore pire parce que c'est chaque année. C'est-à-dire que pour les fans, c'est compliqué de rester à bord du bateau, tu vois, genre en mode, tu te réveilles, antisémite, on a entamé l'arc, là maintenant, on passe à l'arc, telle chose, tu vois, genre non, franchement... Ouais. Kanye, c'est dur à suivre. Il a toujours son identité générale, et à côté, en même temps, il rajoute des trucs à droite, à gauche, où c'est un peu... C'est ça, et à côté, en plus... T'as le côté de sa marque, de la musique. Et là, franchement, moi, il y a une question que je vais te poser. Est-ce que toi, tu dissocies l'artiste de son œuvre? En vrai, c'est tellement dur. Parce que de la même manière où je vais pas attribuer des paroles vertueuses à un artiste en lui-même, je vais pas lui attribuer des choses négatives, tu vois. Je pensais à ça récemment parce que je repensais au stan, le terme qui a été inventé par Eminem et tout. Et les stans, ils ont tendance à boire les paroles de leurs stars
comme si c'était des paroles divines, tu vois. Mais je me dis, il n'y a pas plus grosse déception le jour où tu apprends qu'en fait, cette personne-là, c'est une personne normale et elle n'est pas parfaite. Ouais. Donc, est-ce que j'associe l'art et l'artiste? Je pense que ça dépend du domaine et ça dépend du crime, entre guillemets. Moi aussi. Parce que Polanski, c'est sûr et certain, j'associe les deux. Kanye West, c'est vraiment très délicat. difficile. Ouais, c'est très en plus, dans la musique, comme tu l'as dit, ça dépend de l'art dans lequel ça se produit. Mais dans la musique, c'est encore pire parce que c'est des paroles. Tu vois, c'est-à-dire que littéralement, tu dis les choses comme tu les as fait. Tu vois, Young Thug, il l'a fait, il s'est fait serrer grâce à ça. Truly humble on the God. Tu vois, l'avocat, on va pas en parler. L'avocat, il est très fort. L'avocat, c'est un crack. Mais quand tu prends, tu vois, par exemple, un artiste comme R. Kelly et tout, là, c'est différent encore. C'est chaud. C'est un niveau au-dessus, tu vois. Et je trouve que ça dépend du domaine, ça dépend de l'artiste, ça dépend de ce qu'il a fait. Ouais, c'est vrai, c'est difficile de... J'ai pas de réponse oui ou non, en fait. C'est ça le truc. Moi, je dirais plus au cas par cas. Ouais, mais je dirais plus oui quand même. Parce que en vrai, si un artiste a fait un son de ouf, par exemple, maintenant, I Believe I Can Fly, tu vois, si je te le mets, tu vas quand même bouger la tête, ça va toucher tes feelings. Bien sûr. Même si tu valides pas R. Kelly. Ça penche plus vers le oui que le non, mais quand même, il n'y a pas de réponse définitive. C'est vrai, en fait, ce qui est difficile avec l'art, c'est que c'est totalement subjectif. À partir du moment où l'art te fait ressentir quelque chose, que ce soit positif ou négatif, parce que j'ai souvent ce débat-là avec des personnes qui sont pas du tout dans l'art, qui m'envoient des posts en mode ouais, je comprends pas du tout l'art et tout. Je me dis ouais, mais à partir du moment où ce que t'as vu, ça t'a fait réagir, c'est que le processus artistique a fonctionné sur toi, même si tu le comprends pas, même si la réaction, ça peut être du dégoût, ça peut être de la peur, ça peut être de la joie, ça peut être... Si ça génère quelque chose en toi, c'est que le processus artistique a fonctionné. On peut le dissocier comme ça, de manière théorique et tout, mais quand tu es confronté à l'art et qu'après on te dit c'est tel artiste qui l'a fait, bah tu rentres en conflit interne finalement. Parce que tu te dis ah j'ai kiffé ça, et derrière tu te dis ah purée c'est un enfoiré. T'es en conflit interne, tu sais plus si tu dois valider l'artiste ou ne plus le valider. Tu te retrouves avec un passif du coup, parce que si tu l'as validé depuis des années, ça te fait changer de... Tu vois, tu changes un peu de bord. C'est délicat en vrai, c'est délicat comme question. Parce que de la même manière, si on reprend Playboi Carti, et bah le côté vampire, c'est le côté artiste de Playboi Carti. C'est pas Jordan Carter qui est un vampire, tu vois. Techniquement, je dissocie Jordan Carter et de Playboi Carti. Parce que je sais très bien que dans la vraie vie, il est pas qui est en clown. Exactement. En fait, le truc qui est là, c'est que t'as des artistes qui vont créer des personnages aussi, tu vois, qui vont nommer. Tu vois, Nicki Minaj, elle faisait à l'époque et tout. Roman et Barbie. T'avais plein de choses comme ça, et ça crée encore un conflit, parce que d'un côté, tu valides le personnage, mais tu valides pas l'artiste. Mais c'est plus rare ça maintenant. Même si là, on est dans cette période où les artistes vont vouloir dégager quelque chose de néfaste pour contrebalancer un peu avec leurs fans. Mais je préfère ça, tu vois, que la période SoundCloud où t'avais des 6ix9ine, tu vois, toute cette période-là qui est derrière nous, Lil Pump et tout, là, c'est très bien qu'elle reste là où elle est, parce que là, au moins, on est dans une période artistique, mais genre pure et dure, tu vois. Et même à notre échelle, tu vois. Je sais pas si t'as remarqué, mais actuellement, il y a que des gros moves. Quand tu regardes sur Insta ou sur TikTok, même si je suis pas trop, tu vois que tous les jeunes créatifs de Paris enchaînent, tu vois, les gros moves, que ce soit des événements qu'ils créent ou des choses comme ça et tout. Et je pense que ça, c'est justement, ça part de tout ça. Parce que là, on est dans une ère très créative. Tu descends sur Paris, tu vois 4 personnes avec des outfits différents chacun, tu vois. Carrément. Alors que tu remontes à il y a 5 ans, c'était pas comme ça, tu vois. Genre, tu descendais, t'étais la personne bizarre de la rue, de l'arrondissement. Là, maintenant, tu descends, tu vois des personnes avec un style différent de partout, que ce soit Henry Cohen, son truc, tu vois. C'est un peu comme la Fashion Week, même musicalement. Genre là, on est vraiment dans une période créative de ouf, j'ai l'impression. Ce qui est intéressant avec justement cette période-là, c'est que ça peut poser un conflit justement sur son identité visuelle, de vouloir créer pour soi, mais aussi créer pour une audience. Et bah, on est tellement confronté à des identités visuelles différentes que parfois, tu as l'impression qu'il y en a beaucoup qui se lissent finalement. Tu vas avoir en fait, on appelle ça des corps dans la mode. Tu vas avoir les gorpcore, tu vas avoir Rico Escore, tous les trucs comme ça, tu vois. Bah, ça crée des... Ouais, c'est ça. Bah, c'est et t'as l'impression que ça crée limite des clones. Exactement. Parce qu'ils sont tellement niches que toutes les personnes qui appartiennent à cette niche-là, elles se ressemblent. Ouais. Donc elles perdent en identité visuelle dans cette niche-là. Mais par contre, dès que tu les sors de ce groupe-là, voilà, ils ont une identité visuelle ultra forte. Voilà, c'est exactement ça. C'était ton identité visuelle, est-ce qu'elle doit être reconnaissable par tes pairs ou par les... Exactement. Ça, franchement, c'est vraiment une bonne question. En fait, sur Paris, le problème de ça, c'est que, certes, tu peux avoir cette identité forte quand tu vas sortir de ton groupe, mais
au sein de ton groupe, il y aura des conflits par rapport à ton identité, tu vois. Et surtout dans le monde de la mode, parce que tu vas avoir des marques qui vont faire des rivalités ou des choses comme ça. Alors que si je sors, par exemple, de ma spécialité, tu vois, par exemple, je vais voir d'autres personnes qui ont d'autres types de vêtements, qui font d'autres types de vêtements, là, ils vont accepter ta différence, ta marque, ils vont dire, oh, ok, ouais, non, c'est lourd. Ils vont pas avoir de mal à complimenter, mais auprès de tes semblables, tes pairs et tout, ils vont plus avoir un œil critique de ce que tu fais et avoir plus de difficultés à te soutenir. Donc je dirais que tout ça, déjà c'est super néfaste et c'est que pour Paris ce genre de comportement-là où tu as des groupes et tout, parce que j'ai été dans d'autres villes et tout en France et vraiment il n'y a pas cette mentalité artistiquement parlant, c'est vraiment du soutien et tout. Après le côté clone, ça dépend. Ça peut se voir dans certaines niches, comme on l'a dit 4 fois, Rick Owens. Quand t'as des trucs un peu plus vastes, par exemple, je te prends un truc streetwear pur et dur, tu vois, des fans de Supreme, des fans de Fear of God et tout. Genre là, on est dans le mode streetwear, tu vois, quand t'es qu'on habille là. De toute façon, je suis chez moi, donc... Voilà, c'est ça. Et même dans le côté streetwear, t'as de la diversité. Par exemple, là, t'as une doudoune sans manches ou quoi. Tu peux avoir énormément de types de vêtements, tu vois. Alors que dans ces niches-là, il y a genre un type de vêtement, un long coat avec des pointes, qui va avoir des trucs, tu vas avoir des bagues, je sais pas, tu vois. En gros, il y a un type de personnage, par quand Rick Owens innove, parce que on l'a cité, mais je sais pas si t'as vu la Moncler Rick Owens aussi. Là, pour moi, j'ai trouvé qu'il a innové. Pour moi, ça ressemblait pas à du Rick Owens typique. Peut-être parce que Moncler a décidé qu'il fallait qu'il garde l'identité Moncler. C'est vraiment un désavantage, ce côté où t'as des micro-groupes et tout. C'est pas bon pour le mouvement. On va parler de collaboration parce que identité visuelle et collaboration, ça va très bien ensemble. Comment 2 marques ou comment 2 artistes peuvent réussir à regarder leur identité visuelle, mais en même temps créer une collaboration qui fonctionne et qui a l'air naturelle. Parce que j'ai réussi à faire ça avec Choukak et même avec les autres artistes avec qui j'ai travaillé pour l'événement. Choukak et moi, on a des univers qui sont assez proches finalement, avec toutes les inspirations cartoon. Il a le côté très surréaliste et moi j'ai le côté animé manga parce que finalement le côté surréaliste et les mangas, parfois c'est un peu proche. La collaboration qu'on a fait, ça a très bien fonctionné. Mais je suis pas sûr que si je travaille avec quelqu'un qui fait du cubisme par exemple, je sais pas si ça fonctionnera de la même manière. C'est ça le truc. Donc en fait, c'est quelque chose de très difficile à faire, de faire une collaboration avec quelqu'un qui n'a pas une identité visuelle proche de la tienne, pour que ça en crée une nouvelle naturelle, tout en gardant vos deux identités visuelles. T'aborderais ça comment toi, cette question-là? C'est quelque chose de très difficile comme exercice, tu vois, de s'adapter à une personne aussi pour travailler avec elle et tout. Mais je pense que, déjà la proximité que tu as eue avec les artistes avec lesquels tu as travaillé, ça t'a beaucoup aidé parce qu'en gros, vous avez pu discuter longuement, vous asseoir, préparer la collaboration pendant plusieurs semaines, voire mois et tout. Et je pense que c'est ça la clé pour réussir à garder ton identité et l'identité de ton collaborateur. Parce qu'en gros, tu auras ce côté... tu as besoin d'avoir un échange déjà pour savoir ce qu'il veut véhiculer et ce que tu veux véhiculer. Parce que si tu fais une collab pour faire une collab, tu vois, ça n'a aucun intérêt actuellement, tu vois. Ça n'a aucun intérêt et on ne retrouvera pas ton identité ni celle de l'artiste. Vous pouvez réussir à créer une nouvelle identité qui ne correspond à aucun de vous deux et là, vous avez réussi. En fait, soit tu réussis à mettre... l'identité de ton collaborateur et la tienne, ou sinon vous créez totalement une nouvelle identité qu'on n'a pas vue et qui sera propre à la collaboration. Pour moi, c'est encore plus compliqué et ça marque plus les esprits. Mais après, le fait d'avoir votre identité à tous les deux, ça fait une fusion parfaite. Tu vois, genre on va reconnaître la pièce ou l'élément que vous avez créé et tout plus facilement. Mais je pense que la clé pour faire ça, c'est la discussion. Je pense que vous l'avez fait aussi. Tu vois, oui. Vous vous asseoir autour d'un café ou autre chose et vous discutez de ses idées, de tes idées. Après, tout avoir mis sur papier et tout, normalement, ça peut créer quelque chose de concret, tu vois. Et c'est vrai que c'est très difficile, parce que tu peux aussi faire un hors-sujet. Oui, totalement. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'était une discussion très, très, très intéressante. On a parlé de beaucoup de sujets. Ça me donnait plein d'idées pour d'autres podcasts avec d'autres artistes. Si vous avez des artistes que vous voulez entendre, dites-le moi, mettez-le en commentaire, envoyez-moi un DM sur Instagram. Franchement, je suis preneur. Mais avant de conclure, je vais te poser 5 questions. Let's go. Je vais te poser 5 questions pour un peu savoir qui tu es. La première, c'est qui est ton artiste préféré? Toutes catégories confondues? La musique. Musicalement parlant, mon artiste préféré est Drake. Yeah. On pose les bases, c'est Drake. Du coup, ton morceau préféré de Drake? Marvin's Room. Est-ce que j'ai même réfléchi? Il m'a fait voyager dans des sentiers battus. Marvin's Room. Ok, Marvin's Room. Ton designer préféré? Mon designer préféré, c'est Jerry Lorenzo. Je suis honnête. Si je parle vraiment en termes de personnage, c'est Jerry Lorenzo. Ok. Ton Pokémon préféré?
Mon Pokémon préféré, c'est Dracofeu. Basic boy. Dracofeu, il est lourd, frère. Il évolue. Dracofeu, il est lourd, frère. Oh purée, le mec basique. Et si tu devais être un vêtement, enfin si tu devais porter qu'un vêtement jusqu'à la fin de ta vie, pas le côté pratique, hein, vraiment le côté esthétique. Esthétiquement parlant, je dirais que ce serait un pante. Ok. Tu sais pourquoi? Parce qu'en gros, un pante, même si t'es torse nu et que t'as un pante qui a des designs spéciaux et tout, ça fera toujours quelque chose de lourd, tu vois. Même si ton pante il descend sur tes pieds, ce sera vraiment toujours lourd. Un pante, ça peut être frais dans toute situation. Ok, Ouais, un pantalon, ok, je crois. Bah écoute, merci d'avoir été là. Merci pour à toi, tes réponses. Maïji. Et à la prochaine. Abonnez-vous.